Bonjour, ici Théo Malo-Melançon. Moi, c'est William. Alors, nous allons vous présenter notre projet méthodologique. Je commence avec la problématique. Moi, je vais parler de la méthodologie. Ensuite, nous allons conclure ensemble sur l'analyse. Et on va finir avec notre conclusion. Alors, pourquoi nous avons décidé de parler des jeux vidéo? Les jeux vidéo ont tout le temps été une grande source d'actualité, et ça l'est encore. Ça a toujours créé beaucoup de problématiques, surtout par rapport à la violence, mais c'est ça le but de notre recherche. Et surtout, les jeux vidéo représentaient en 2008 24% des revenus multimédia, ce qui correspond à 240 millions de dollars. Au Québec. Au Québec. Le Québec a aussi une des plus grandes agences de production de jeux vidéo qui se nomme Ubisoft. Et Ubisoft, ils sortent des très gros titres, autant à l'international que ici au Québec. Des gros titres comme Assassin's Creed ou Far Cry qui sont très populaires dans la communauté des jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo pendant sa création, passent par plusieurs étapes, et l'étape qui nous intéressait le plus, c'est l'étape où on devait évaluer le contenu d'un jeu vidéo pour pouvoir la classer selon son contenu, s'il y a de la violence, du contenu illégal, etc. Ou des actes sexuels. Des actes Et sexuels. ça, tout ça, c'est régi par la ESRB, qui est l'agence qui classe les jeux selon le groupe d'âge pour lequel il est le plus sensible. Donc, tu as les jeux qui sont E for Everyone, T for Teen ou M for Mature, qui sont des jeux souvent dirigés vers une audience qui est, selon la ESRB, 17 ans et plus. Et c'est ces jeux-là, justement, qui nous intéressent, parce que c'est ces jeux-là qui vont... C'est souvent ces jeux-là qui contiennent le plus de violence ou d'actes violents. Ou, dans le fond, ce que nous, on recherchait vraiment à démontrer en faisant cette recherche. Alors, j'ai débuté avec la revue de la littérature. Donc, nous avons décidé de chercher des articles en lien avec des mots-clés violence et temps. Parce que notre hypothèse était s'il existait un lien entre le temps qu'on passe à jouer aux jeux vidéo et la violence que le jeu vidéo contenait. Donc, en mettant le thème violence, ça nous a donné beaucoup d'articles qui nous parlaient la plupart des effets de la violence sur le comportement en général. Un des premiers articles que nous avons étudié, il est arrivé à la conclusion qu'on pointait du doigt facilement la violence dans les jeux vidéo en disant tel acte est violent, on ne dit pas qu'il ne devrait pas avoir ça, on tend à ne pas minimaliser la violence, on fait juste pointer du doigt qu'il y en a. Ouais. Et on a aussi constaté beaucoup d'articles en faisant comme de la recherche pour notre revue de littérature, des articles qui parlent que la violence, ça change le comportement des gens. Donc, en même temps, en faisant cette recherche-là, on s'est un peu questionné sur ça. On a posé des questions dans nos sondages. Donc, je vais laisser Théo continuer avec l'introduction. Alors effectivement, les articles parlaient beaucoup de ce changement de comportement que la violence provoquait. Donc, par exemple, un autre article que nous avons étudié est arrivé à la conclusion que les décisions prises par les joueurs pendant qu'ils jouaient à un jeu vidéo n'étaient pas uniquement que de la stratégie. C'était aussi lié à leur morale. Donc la violence pousse le joueur à prendre une décision et qui est pas nécessairement quelque chose de stratégique. Sinon, une autre étude a aussi prouvé qu'il manquait d'une réelle étude par rapport aux effets psychologiques de la violence dans les jeux vidéo. Donc, il faudrait probablement plus approfondir dans ce sujet-là. Afin de faire cette recherche-là, il nous faudrait, comme on va en parler dans notre conclusion, il nous faudrait des outils beaucoup plus approfondis et des compétences dans le monde de la psychologie beaucoup plus précis, afin vraiment d'aller fixer le problème, et on n'est pas qualifié pour faire ça. Donc nous, on s'en est vraiment tenu à poser des questions à des gens. Est-ce que eux pensent qu'il y a un lien, afin de nous pouvoir se baser et analyser ces réponses-là? Donc exactement, on va en parler dans la conclusion. Sinon, un autre article disait que la violence provoquait une augmentation du rythme cardiaque et des sentiments. Donc déjà c'était une analyse qui était beaucoup plus poussée. Une analyse beaucoup plus poussée, mais qui ne donnait pas nécessairement aucune information par rapport au temps, par rapport à la relation que les joueurs ont avec le temps. Alors, on a décidé avec notre dernier article d'aller rechercher plus en lien avec la dépendance, qui est beaucoup plus une notion du temps, mais pas non plus d'informations. Alors, ce qui nous mène à comment on a construit une hypothèse.
on a construit notre hypothèse chez de la violence et du temps et du lien qu'on pouvait trouver entre les deux. Mais évidemment, la plus grosse variable entre les deux, c'est la violence, parce que toutes les recherches qui ont été posées, toutes les controverses liées aux jeux vidéo sont liées à la violence. Et donc c'est vraiment un lien central dans tout ce qui est jeux vidéo. Dans toute cette culture-là, il y a vraiment un lien qu'on retrouve un peu partout avec la violence. Fait qu'on a vraiment aussi fié là-dessus, puis c'est des articles qui ont ce sujet-là. Exactement. Alors, c'était vraiment difficile, avec notre hypothèse, comment on l'a formulée, de déterminer un lien avec le temps. Parce que tout ce qui nous menait, notre hypothèse menait nécessairement à la violence et pas au temps. Donc, pour continuer, on va se revoir dans le volet méthodologie. Donc, en faisant cette recherche-là, si on parle de notre volet méthodologie, il a fallu qu'on se base sur des aspects éthiques assez importants. Donc, pas envahir l'intimité des gens, parce que je veux pas, c'est un loisir que certaines personnes ont, et on veut pas apporter un questionnement chez les gens à propos de leur loisir, parce que c'est vraiment leur vie privée, et on veut pas affecter ça. Donc, afin de faire ça, on a vérifié avec des codes d'éthique de recherche en sciences sociales afin de pouvoir poser des questions qui ne violent pas non la confidentialité des gens ni leur vie privée. Donc, après s'être basé sur ce qu'on a trouvé qui est le code d'éthique de la recherche sociale, qui est un code d'éthique qu'on a retrouvé en ligne, qui est cité dans notre projet. On a fait des questions de sondage, donc on a créé un sondage qui avait 11 questions et on a reçu 32 réponses avec ce sondage-là. Et une des raisons pour qu'on a choisi un sondage, parce que c'est quelque chose qui est très accessible, on peut le mettre en ligne, tout le monde y a accès. Donc, par l'entremise de nos comptes Facebook, les gens peuvent cliquer sur le lien si c'est quelque chose qui vient les chercher. C'est un sujet qui les concerne, c'est les jeux vidéo. Il y a énormément de personnes qui jouent à des jeux vidéo. Donc, le lien arrive, ça prend 2 minutes à faire, une petite description assez brève sur pourquoi on fait cette recherche-là, quel est le but de la recherche. Avec, bien sûr, on dit que ça reste anonyme. Ouais, et on a utilisé Google Forms, qui est un logiciel de création de sondage, où on requiert pas le nom de la personne, donc c'est quelque chose de complètement anonyme, ça reste confidentiel. Même nous, on sait pas qui a répondu à ce sondage-là. On sait que ce sont des personnes de notre groupe Facebook, dans nos amis Facebook, donc c'est des personnes âgées entre 16 ans et 24 ans, plus ou moins. Donc c'est quelque chose de très simple, de très sain aussi, parce que ça reste avec nous, et même nous, on connaît pas tout, parce que le but, c'est de respecter la confidentialité. On a aussi fait un focus group, donc avec le focus group, c'est un peu plus... faut y aller plus délicatement, parce qu'on a vraiment une interaction avec les personnes, et une des raisons pour qu'on a choisi de faire un focus group, c'est parce que ça nous permet d'avoir une conversation avec les gens. Donc on pose la question, ils nous donnent une réponse, et si on veut préciser, on a l'occasion de faire ça. On a la possibilité d'aller analyser leurs réponses avec eux. Donc, ils peuvent nous expliquer plus profondément pourquoi ils nous ont répondu de cette façon-là. Ils peuvent nous donner leur opinion. Donc, c'est une façon très simple et très efficace. Plus qu'efficace, ça nous donne une plus grande liberté dans tous nos mouvements. Si on veut complètement changer le point de vue dans notre question, on va le faire. Donc, c'est une façon, vraiment une excellente méthode pour aller chercher de l'information. Parce qu'on a une conversation avec des gens. Donc notre focus group avait 7 personnes, si je ne me trompe pas. 3 filles, 4 gars. Et le script est aussi retrouvé dans notre projet. On a gardé les noms confidentiels pour les raisons de confidentialité dans lesquelles nous sommes impliqués avec le code d'éthique de la recherche sociale. Et pour ce qui est de nos défis, on a justement trouvé des questions et trouver des façons de poser ces questions-là et rester dans des cadres éthiques et pas dépasser la ligne, d'aller vraiment s'imposer sur la vie privée de certaines personnes. Ça, c'était vraiment un défi qu'on a trouvé. Et la réponse à ce défi-là, la façon qu'on a trouvé pour surmonter ce défi, c'est en trouvant le code d'éthique de la recherche sociale. En lisant ça, on a réussi à bâtir nos réponses alentour d'un code d'éthique qui nous explique vraiment comment ne pas franchir certaines limites qu'on ne devrait pas franchir. Et en plus, vu qu'on n'est pas qualifié pour faire ça, on n'est pas des psychologues, de cette façon, on a pu aller faire une analyse très profonde, on a pu poser des bonnes questions sans aller trop loin, sans franchir des cadres éthiques.
Donc, faire un focus group et faire un sondage, c'était d'excellentes méthodes que nous avons trouvées afin de recueillir des données. Alors, continuons avec l'analyse de nos résultats. Alors, le sondage nous a montré que la plupart du monde qui nous ont répondu, la grande majorité, jouait à des jeux violents et trouvait du plaisir en y jouant, aimait ça, s'amusait à y jouer. Et si on compare à la figure 11 de notre projet, qui est un graphique, 87,5% des répondants, donc de 32 personnes, ont répondu qu'ils appréciaient passer du temps dans des réalités virtuelles où on y trouvait de la violence. Donc, c'est quelque chose qui leur éprouve du plaisir. Alors, pour faire un lien avec le focus group, on a trouvé une grosse ressemblance par rapport au focus group et au sondage. C'est que dans le sondage, il y avait une question si on nous demandait si, en jouant, on remarquait un changement de comportement en nous et ou avec nos amis. Ouais. Une question assez similaire a été posée pendant le focus group. On demandait si la violence affectait le joueur de quelconque façon. Et les résultats... Catégoriquement, ouais. Que ce soit dans le sondage ou dans le focus group, les gens ont répondu non. Chez eux, ils ne remarquent pas de changement de comportement, ni chez quelqu'un d'autre. Ce qui est... ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on a retrouvé dans les articles. Ouais. Qui montrent qu'il y a des changements à plusieurs niveaux et c'est indéniable. Que ce soit dans les responsabilités sociales ou que ce soit dans leurs interactions sociales. Les recherches que nous on a trouvées, c'est les personnes disent qu'ils éprouvent un changement de comportement, qu'ils remarquent un changement de comportement chez les autres, alors que dans notre recherche, on n'a pas eu ces données-là. C'est pour ça que, comme on l'a dit, à l'introduction et dans l'aspect méthodologique, on n'est pas qualifié pour faire des recherches psychologiques. Donc nous, on s'en est tenu à ce qu'on connaissait et ce qu'on savait. Et en suivant ces recherches-là, on a pu comparer les recherches que nous avons faites à nos réponses. Et ça nous a mené à une conclusion que vous allez voir. Et si on marque la figure 1, donc juste pour réitérer le fait que les gens apprécient jouer à des jeux violents, 71% des gens ont dit que... 71,9% des gens ont dit que les jeux auxquels ils jouent sont des jeux classés M, donc des jeux matures. Et selon la ESRB, les critères qui rentrent dans des jeux matures, c'est de la violence intense, des caractères sexuels ou des caractères d'horreur. Donc, si on compare, ces gens-là apprécient jouer à des jeux violents et ne remarquent pas de changement de comportement et aussi ne remarquent pas qu'ils passent beaucoup plus de temps à jouer à ces jeux-là. C'est pas quelque chose qui leur vient en tête, le temps qu'ils passent à jouer à ces jeux-là. Donc, on va finir avec notre conclusion. Mais est-ce qu'ils passent nécessairement plus de temps à y jouer? On n'avait aucun moyen de le savoir. Parce qu'on n'est pas qualifié, justement, comme Graham l'a dit. Alors, et aussi, en termes de recherche éthique, il y a des questions qu'on ne peut pas poser sur ce sujet-là, parce que justement, on ne veut pas enfreindre la vie privée des gens. Donc, ce qui est notre analyse nous démontre que les gens jouent à des jeux violents, ne remarquent pas de changement de comportement, que ce soit chez eux ou chez leurs amis, et ne trouvent pas qu'ils passent plus de temps à jouer à ces jeux-là. Donc, si on veut continuer avec une analyse, on pourrait dire qu'une observation, ça serait une des bonnes façons de faire ce travail, ou cette recherche, parce qu'on peut regarder directement ce que quelqu'un fait. Mais encore là, il y a des désavantages à faire une observation. Donc ça, c'est ce qui est pour notre analyse. Nous allons finir avec la conclusion. Donc pour faire la conclusion de notre recherche, on ne peut pas faire de lien entre les questions qu'on a posées et les recherches qu'on a faites. Oui, les recherches nous pointent vers une direction où les gens ont un changement de comportement et passent plus de temps à jouer à des jeux violents. Mais en termes de notre recherche, que ce soit les réponses du focus group et les réponses du sondage, oui, les gens jouent à des jeux violents, mais comme on l'a dit, ne remarquent pas de changement de comportement. Donc le lien est très difficile à faire. Il n'est pas seulement difficile à faire, c'est que nous ne sommes pas qualifiés, notre recherche ne nous permettait tout simplement pas d'établir un lien entre la violence et le temps, puisque toute notre recherche, c'est plus déséquilibré vers la violence. Et c'est aussi basé sur l'opinion des gens. Alors que les gens que nous avons lus, les recherches que nous, on a lues pour faire cette recherche-là, pour bâtir notre questionnement, ce sont des personnes qui ont fait des années de recherche, qui ont eu énormément plus d'infrastructures que nous avons eu et beaucoup plus de temps. Donc, remarquer un changement de comportement, ça peut être sur 15 minutes après avoir joué à un jeu violent, comme ça peut être sur des années. Donc,
La recherche que nous, on a fait, c'est une recherche qui est importante, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ça nous démontre que chez les gens, ils ne remarquent pas de comportement, de changement de comportement, ni de temps dans lequel le temps qu'ils investissent à jouer à ce jeu-là. Alors que si on remarque, toutes les recherches que nous, on a lues pointent complètement le contraire. Donc, ça démontre que les gens ne remarquent pas ce lien-là, ne remarquent pas le changement qu'ils ont. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il manque beaucoup de recherches par rapport non seulement au comportement en général, mais surtout au temps. Parce que notre recherche nous a montré qu'il nous manque beaucoup d'informations. Il manque de l'information dans le domaine. Peut-être, encore là, ce serait une autre question à poser pour une recherche future. Est-ce que la violence pousserait un joueur à plus passer du temps en jeu vidéo? Peut-être qu'on pourrait faire un lien avec la dépendance. Mais évidemment, ce n'est pas à nous de répondre à cette question. En ce moment, on est simplement incapable de répondre à cette question. Ce qui fait que notre hypothèse, elle est fausse. Parce qu'on ne peut pas faire le lien. On ne peut pas démontrer et prouver le contraire de notre hypothèse. Donc, on vous remercie pour la chance d'avoir fait cette recherche. On a énormément apprécié faire cette recherche. Et on souhaite que quelqu'un puisse prendre, nous, on a laissé, et faire des recherches dans le domaine et vraiment amener un avancement dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui est important et qui nous tient énormément à cœur. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup et bonne chance pour votre prochain travail. Au revoir.